Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui une étude que j'ai faite dans le cadre de mon postdoctorat à l'Université de Lausanne et pour laquelle je me suis intéressée en fait à comment les singes vervets apprenaient une nouvelle technique de nourrissage et puis maintenaient une préférence pour cette technique. Alors lorsqu'un individu apprend une nouvelle tâche, par exemple utiliser un nouvel outil, il peut apprendre de deux manières différentes. Il peut apprendre par lui-même, à travers son expérience, des essais-erreurs, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage individuel. Mais il peut aussi apprendre des autres, donc en observant, en interagissant avec les autres ou leurs produits, et c'est ce qu'on appelle l'apprentissage social. Et ces deux types d'apprentissage, ils présentent des bénéfices et des coûts. Par exemple, l'apprentissage individuel, c'est particulièrement fiable puisque l'individu a collecté les informations par lui-même, mais c'est assez coûteux en termes de temps. L'apprentissage social, ça peut être une manière plus rapide, plus efficace d'acquérir de l'information, mais ce n'est pas toujours adaptatif dans le sens où l'information sociale, elle peut être périmée au bout d'un certain temps. Et donc, les modèles théoriques prédisent que cet apprentissage social, il ne doit pas être utilisé de manière au hasard, mais il doit être sélectif et il doit dépendre de ce que certains auteurs ont appelé des biais de transmission sociale ou des stratégies d'apprentissage social. Et donc, ces biais ou stratégies, ce sont des règles flexibles qui spécifient quand, comment et de qui les individus devraient utiliser l'information sociale dans des circonstances appropriées. Et ces biais, ils sont particulièrement importants parce qu'ils permettent de générer des traditions comportementales et ils peuvent aussi influencer l'évolution des cultures. Alors, il existe différents types de biais. Certains concernent plus le contenu des comportements, donc par exemple le comportement qui rapporte le plus grand bénéfice ou le meilleur gain, qu'on appelle aussi payoff, peut être préférentiellement copié. Et puis il y a d'autres biais qui, eux, se focalisent plus sur le contexte du comportement. Donc certains biais vont dépendre de la fréquence des comportements, donc par exemple soit des comportements qui sont rares ou qui sont plus fréquents vont être préférentiellement copiés, ou il y a aussi le principe de conformité qui est de copier la majorité, ce que fait la majorité des individus. Et puis d'autres biais qui sont basés sur l'individu, donc là ça va être plutôt des individus spécifiques qui vont être copiés, et ça peut être par exemple des apparentés, des individus plus âgés ou d'un sexe particulier ou encore de plus haut rang social par exemple. Et donc ces différents biais, ils sont très répandus dans le règne animal, ils ont été décrits chez des espèces très variées, donc des insectes aux oiseaux, en passant par les poissons jusqu'aux mammifères. Et chez les singes vervets, il y a eu pas mal d'études sur les stratégies d'apprentissage social qui ont montré que les singes copiaient préférentiellement le comportement qui était montré par la femelle dominante par rapport au mâle dominant, que les mâles copiaient aussi le comportement qui apportait le meilleur bénéfice, que les individus de plus haut rang social étaient particulièrement copiés, et puis aussi que les nouveaux mâles immigrants, quand ils arrivent dans un nouveau groupe, ils se conforment à la norme locale et copient ce que fait la majorité du groupe. Alors la plupart de ces études, elles ont testé ces différents biais de manière séparée, donc on ne sait pas tellement quel est le poids de chaque stratégie, ou alors elles se sont focalisées uniquement sur l'acquisition d'un nouveau comportement, donc vraiment le premier événement d'apprentissage. Et moi ici, je me suis posé la question de savoir si une nouvelle technique de nourrissage se transmettait socialement, et puis ce qui se passait aussi une fois que les individus avaient appris une technique, c'est-à-dire est-ce qu'ils maintenaient une préférence pour une technique sous influence sociale, c'est-à-dire voilà, ce qui se passe une fois qu'on a appris quelque chose. Donc j'ai mené cette étude au sein du Inkabul Vervet Project, qui se situe donc en Afrique du Sud, dans une réserve privée dans le KwaZulu-Natal. Donc ce projet est dirigé par Erika Van de Waal. Et puis moi j'ai étudié deux groupes, Noah et Kubu, voilà, 34 et 19 individus.
Donc la méthode, c'était en fait ce qu'on appelle une expérience de diffusion ouverte. Donc on a donné des containers comme ça, là, qui étaient remplis d'une nourriture inconnue, nouvelle aux singes. Donc c'est des cacahuètes dans leur coquille. Et donc c'est des singes qui vivent dans leur milieu naturel, donc ils ne connaissent pas les cacahuètes, ils n'en avaient jamais vu. Et voilà, donc ça, c'est pas du tout ce qui se passe la première fois qu'on leur en donne, parce qu'ils sont assez néophobes, donc une nouvelle nourriture, ils vont pas se ruer dessus et la manger tout de suite. Ça prend un certain temps pour qu'ils apprennent que c'est quelque chose de bon et puis que c'est pas risqué. Et voilà, on a fait 11 expériences à Noah, 10 à Koubou. Et puis on a filmé les expériences. Et puis j'ai été aidée par mon assistante de terrain, Nadia Serra, pour analyser les vidéos. Et donc on a décrit trois techniques différentes que les singes utilisaient pour extraire les cacahuètes de leur coquille. Donc il y avait une première technique qui était de casser la cacahuète avec la main, comme nous on fait en fait. Je vais vous montrer un petit film, j'espère que ça marche. Ouais. Voilà, donc vous pouvez voir l'individu voilà, qui casse la cacahuète avec la main puis qu'il la mange. La deuxième technique, c'était de casser la cacahuète avec la bouche, mais à partir du sommet de la cacahuète, comme vous pouvez le voir ici. Et puis, la troisième technique, c'était aussi d'utiliser la bouche, mais cette fois en cassant à partir du côté, donc en prenant la cacahuète à l'horizontale, donc un petit peu différent. Voilà. Et donc, pour analyser ces données, j'ai collaboré avec Brendan Barrett, qui est un spécialiste des statistiques bayésiennes à l'Institut Max Planck en Allemagne, et on a utilisé des modèles d'attraction pondérés par l'expérience. Et en fait, ces modèles, ils permettent d'étudier et d'estimer l'influence conjointe de l'expérience personnelle, donc l'apprentissage individuel, et l'observation des autres, donc là c'est plus l'apprentissage social, sur les choix comportementaux, donc le choix des techniques utilisées par les singes. Et en fait, dans l'algorithme, la probabilité de choisir une technique, elle dépend de différentes choses. Elle dépend de l'expérience personnelle récente et passée, donc ce que l'individu a, selon l'individu a ses expériences, si une technique était efficace ou pas, c'est-à-dire si ça lui avait permis ou pas d'accéder aux cacahuètes. Et puis, l'information sociale qui était associée à la technique, donc là c'était la fréquence de la technique qui était observée dans le groupe, la probabilité observée du succès de la technique dans le groupe, et puis aussi des indices qui étaient liés aux démonstrateurs, aux individus qu'ils observaient, donc leur rang, leur sexe et puis les liens de parenté. Donc juste pour essayer de faire simple, on peut juste imaginer un dé à 3 faces, et puis chaque face du dé correspond à une des techniques qui va être utilisée par le singe. Et donc, il suffit, donc le choix de technique qui va être fait par un singe, c'est comme si on lançait un dé. Et ce dé, il va être, le choix de technique va être dynamique et va changer en fonction au cours du temps, en fonction de l'expérience de l'individu et puis des informations sociales qu'il a observées. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit 8 modèles. C'est comme si on avait lancé 8 dés différents. Et dans ces modèles, il y a de l'apprentissage individuel, donc l'expérience acquise par l'individu. Et puis ensuite, chaque modèle correspond à un biais différent. Donc on avait un modèle qui correspondait au biais de payoff, donc c'est-à-dire copier la technique qui rapporte le plus grand bénéfice. Un autre qui était lié au rang du démonstrateur, de la fréquence des techniques, des liens de parenté. Là, c'était plutôt de copier les individus du même sexe ou bien les femelles. Et puis, on avait un dernier modèle qui était que de l'apprentissage individuel. Et on a aussi créé un modèle global qui comprenait en fait tous ces différents biais avec l'apprentissage individuel pour en fait illustrer ce qui pouvait se passer dans la population. Donc on a déjà regardé qui avait réussi en premier, qui avait innové en fait à manger ses cacahuètes en premier. Dans un des groupes, c'était un mâle adulte de bas rang social qui avait réussi dès la première expérience, donc assez vite, en utilisant la technique de la main. Et puis dans le deuxième groupe, c'était un enfant mâle, donc de moins d'1 an,
qui s'y était mis uniquement au bout de 3 expériences. Donc les 2 premières expériences, personne s'était intéressé aux cacahuètes, et qui avait utilisé la technique de la bouche en prenant par le côté. Et donc au bout des dizaines d'expériences, on a eu 25 individus sur 34 qui en mangeaient, et puis 9 sur 19 dans le locaux. Et donc là, ce graphe, il représente les prédictions du modèle global. Donc vous avez les individus ici, et puis ici, c'est les dates d'expérience. Et la taille des points, elle représente la probabilité moyenne quotidienne qu'un individu utilise une technique. Et donc, c'est basé sur l'expérience acquise par l'individu, mais aussi l'information sociale qu'il a observée. Et vous pouvez voir, par exemple, ici, là, cet individu-là, c'est celui-là, c'est le premier qui a réussi. Et donc, ces probabilités d'utiliser chaque technique, elles sont égales puisqu'il a observé personne. Et vous pouvez voir qu'au cours de l'expérience, la technique, le modèle global prédisait que la technique qui allait être la plus utilisée, c'était la technique d'utiliser la bouche en partant par le côté. Et c'est effectivement ce qu'on a observé dans nos données. Donc, on a utilisé un modèle, la multi-inférence, qui permet de classer différents modèles et pas de sélectionner un seul meilleur modèle pour expliquer nos données. Et ce qu'on peut voir, c'est que le modèle qui prédisait au mieux nos données, c'était le modèle global, donc celui qui comprend tous les différents biais dans la population avec l'apprentissage individuel. Donc ça veut dire que les individus, ils combinent de l'apprentissage individuel et social dans leur comportement. Mais ça peut aussi vouloir dire qu'ils n'utilisent pas tous la même technique et donc ou qu'ils combinent différents biais dans leur comportement. Et ensuite, les 2 informations sociales les plus importantes qui ressortaient, c'était le payoff, donc juste pour vous rappeler ce que c'est la probabilité moyenne observée qu'une technique réussisse. Donc au cours des 20 minutes précédentes, c'est une règle qu'on avait prise. Et puis aussi le rang. Donc ça montre que les individus ils prennent en compte ce bénéfice lié aux techniques et puis aussi le rang des individus qu'ils observent. Et puis vous pouvez voir que le modèle le pire, enfin celui qui prédisait le moins bien nos données, c'était l'apprentissage asocial, individuel, tout seul. Voilà, donc toutes ces données, elles montrent que l'apprentissage social basé sur le payoff et le rang est probablement responsable du développement des préférences individuelles des techniques d'ouverture des cacahuètes dans notre étude. Donc nous on a montré ça, qu'ils utilisaient, que les singes vervets utilisaient des combinaisons de stratégies avec de l'apprentissage individuel dans leur développement de préférences pour une technique. Ça avait déjà été montré en utilisant des modélisations similaires chez des capucins et puis des mésanges. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça montre que l'apprentissage social, il est important pour apprendre des comportements qui sont relativement simples, parce que l'ouverture des cacahuètes, c'est quand même beaucoup moins complexe que utiliser un outil, par exemple. Et ça, c'est super intéressant. Et ça rappelle un petit peu aussi, ça rejoint ce que je vous avais présenté il y a quelques temps sur une autre étude que j'avais faite et qui montrait que les individus copiaient préférentiellement les individus de plus haut rang social. Et donc, il semblerait que cette stratégie-là, elle est importante pour l'acquisition d'un nouveau comportement, mais aussi pour le maintien d'une préférence comportementale. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie mes financeurs et tous les gens qui ont